Attends, j'arrive, Michel, hein, j'arrive. Oh, je suis contente.
Reposez. Armes. Repos. Il y a un dans vous. Présentez. Armes. Aux morts. Reposez. Armes. Repos. Vietnam, Cambodge, Laos, depuis des siècles, royaumes, empires, colonies, États s'y sont succédés entre ciel et terre. Les lettrés, les voyageurs, les colons n'ont cessé de chanter le courage et l'opiniâtreté de leur population, la grandeur de leurs monuments, la beauté de leurs paysages. Du poète Nguyen Thu
à André Malraux, du Premier ministre Pham Van Dong au cinéaste Pierre Schandorfer, du colonel Chénou au général Bijard et tant d'autres encore, tous, au-delà de la guerre, ont affirmé leur attachement à leur patrie ou à l'Indochine. Ce sont des extraits de leurs œuvres, discours et correspondances qui vont vous être lus maintenant. Richesse et grandeur appellent haine et vengeance. Le sang à flots a coulé, les eaux se résolvent en poussière. La bande des délaissés rôde en grelottant. Fantômes décapités, ils gémissent au long des nuits hantées de pluie. Âmes errantes, connaîtrez-vous jamais la délivrance? Qu'importe les mois, les années d'attente, je penserai toujours à vous, mangeant dans le vent, dormant sous la pluie, et je souffrirai en silence. Les montagnes demeurent, les fleuves aussi, et d'autres jours viendront. Ciel lointain, terre épaisse, le merle extravagant de ma colère a sifflé un chant terrible. La terre tremble, le ciel se fend. Cette patrie est la nôtre, patrie des hommes qui n'ont jamais courbé l'échine. Dans la nuit, la terre ne cesse de susurrer l'écho de jadis pour les hommes d'aujourd'hui. À marche forcée, 10 ans nous sommes allés, en trimballant sur notre dos notre patrie verte. Quand au loin la colonne s'estompait, nous portions en pactage la mélodie des oiseaux, captifs du camouflage. Le pays, dans son accueil, partout nous offrait ses feuilles. Dans notre marche, jour et nuit, nous emportions vers le front le murmure des villages qu'un à un nous traversions. Il semble que les masques dont s'affublaient sont tombés. Ils sont hideux, les vrais visages. Tant de sang pour ça. Là-bas, dans la terre, ils ne se souviennent pas de ce truc, la guerre. S'entretuer, c'est l'affaire des vivants. Maintenant, tout est passé. Le fracas des affrontements s'est tu. Le vent est tombé. Les arbres se sont figés. Que reste-t-il à cette paix impudique, à ce pays qui a vaincu? La douleur, l'amertume et surtout la tristesse. Une tristesse infinie. Les destructions peuvent se réparer, les pertes se compenser, les blessures se cicatriser, la douleur se pétrifier, mais la tristesse, née de la guerre, sera de jour en jour plus profonde, plus intense, à jamais inconsolable. Longtemps je garderai de ce pays magique l'empreinte et le reflet, le visage et la voix, les visions tenaces, ardentes et nostalgiques. Ô filles d'Indochine, en quel lieu que je sois, je sentirai monter et sonner vos doux noms. L'Indochine nous ouvre ses portes. Je touche le sol avec curiosité, avec ferveur, avec une prière aux lèvres. Que me réserve cette terre? Mes yeux se sont ouverts bien grands. Tant de mystères vont peut-être m'être dévoilés. Aujourd'hui, je rentre dans ma 21e année. La vie passe vite. Je me sens encore le gosse à culotte courte qui allait à l'école. Ici, la vie se révèle dans toute sa beauté cruelle, dans toute sa force. Mais loin de me sentir amoindri,
J'ai l'esprit plus dur, plus fort. La grandeur de la vie d'un soldat servant une noble cause, luttant pour un idéal, eh bien, c'est épatant. Je suis vraiment heureux, comme je ne l'avais jamais été. Je sais maintenant que l'une des plus grandes joies est de se savoir utile à une juste cause. Il parle d'abondance. S'il ment, c'est du moins avec charme et conviction. Il fait défiler devant moi sans ordre des arguments décisifs. Voyage, solde, prime, médaille, encre, baroud. Je me lève, conquis. Je serai marsouin. Je dis à tous les Français, cette rumeur qui monte de tous les coins de la terre d'Annam, cette angoisse qui, depuis des années, réunit les rancunes et les haines dispersées, peut devenir, si vous n'y prenez garde, le champ d'une terrible moisson. Ils étaient partis là-bas pour des tas de raisons à eux, allez savoir. Pour rien. Par défi, par curiosité, pour changer d'air, de soleil, pour savoir qui ils étaient. Un peu pour la gloire et un peu pour la mort aussi. Parce qu'à 20 ans, la mort, on n'y croit pas tout à fait, mais ça fascine. Ils étaient prêts au merveilleux. On était tout simplement là, avec de grands yeux de gosses, à regarder vivre et mourir d'autres gosses. Ici, le monde a cessé d'exister. Dien Bien Phu est le cœur d'un volcan en éruption pratiquement permanente. Les hommes explosent sous la chaleur des éclairs qui les éventrent. Tout s'écroule dans ce que l'on voulait forteresse d'acier, mais qui n'est que maison de terre. Le navire bougeait. Lentement, il s'est éloigné du quai. Nous avons réalisé que le cauchemar prenait fin. Et c'est certainement à ce moment précis que beaucoup d'entre nous ont senti qu'un jour, ils auraient la nostalgie de ce pays, ce qu'on appellera le mal jaune.
ça sur ta tête. Madame la Ministre, Monsieur le chef d'état-major des armées, Messieurs les préfets, Monsieur l'ambassadeur du Vietnam, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, le Vietnam que je porte en moi est un pays imaginaire à force de souvenirs vrais. À l'inverse, ces images-là n'ont pas bougé avec le temps. Elles enferment des éclats de vérité qui ne trompent pas. Ces souvenirs vrais sont ceux d'Élie de Saint-Marc, qui, comme des milliers d'autres jeunes soldats de sa génération, passe presque sans transition d'un conflit, la Seconde Guerre mondiale, à un autre, la guerre d'Indochine. Les images qu'il évoque sont celles qu'il a réunies dans un livre qui s'intitule « Indochine, notre guerre orpheline ». Des images qui montrent des scènes de combat, des scènes de la vie quotidienne de soldats en campagne qui, malgré la distance, malgré les années, ont quelque chose d'intemporel. Ces photographies montrent aussi des visages, ceux des combattants du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. Des visages sur lesquels la faim, la fatigue, la peur et une forme de volonté tendue ont chassé la jeunesse. Des visages dont le souvenir s'est gravé de manière indélébile dans la mémoire de leurs camarades, dont certains sont présents parmi nous. Une peur, une fatigue, des privations qui font partie de ces éclats de vérité qui ne trompent pas, ceux des soldats français qui se sont battus parce que c'était leur devoir, pour un bout de France qui avait nourri l'imaginaire de millions de Français, lecteurs et écoliers, depuis des décennies. Des soldats qui se sont battus pour leurs frères d'armes, légionnaires, parachutistes, aviateurs, marins, métropolitains, algériens, africains, vietnamiens, pour l'honneur de leur régiment dont les couleurs sont d'ailleurs visibles aujourd'hui. Des soldats qui se sont battus contre un adversaire courageux, résolu, contre la maladie, les éléments, contre la distance, contre l'indifférence, contre une forme de gêne aussi, de mauvaise conscience, voire d'incompréhension en face d'une guerre d'un autre temps. Ce temps, c'est celui de la disparition progressive de la présence française en Indochine. Reflux sanglant qui commence dès 1940 avec l'invasion du Tonkin par les troupes japonaises, qui se poursuit lors du coup de force des mêmes troupes impériales au mois de mars 1945. Nous sommes réunis ici, aujourd'hui, pour rendre hommage à ces hommes qui ont opposé une résistance aussi héroïque que méconnue à des troupes déterminées, supérieures en nombre et connaissant admirablement le terrain. Des hommes qui sont morts pour la France, avec leurs camarades, souvent loin de leur famille, loin de la métropole et parfois loin de notre souvenir. Ce qui, pour certains, s'apparentait à une parenthèse ou à un tragique épilogue de la guerre du Pacifique, s'est révélé être les prémices d'un terrible engrenage. Je ne reviendrai pas sur les étapes du conflit, sur la bataille de Hanoï, sur la lutte contre la guérilla Viet Minh, sur le désastre de la RC-4, à l'issue duquel le corps expéditionnaire perd le contrôle du Tonkin, sauf peut-être pour saluer la mémoire du général de Lattre de Tassigny qui parvient, durant un temps, à redresser la situation. Parce que ce grand guerrier, dont le fils Bernard est mort en 1951 à Ninh Binh, n'aimait pas subir. Je ne reviendrai pas non plus sur les erreurs de jugement
politiques et stratégiques qui ont jalonné le conflit. Elles ont été nombreuses, sans doute parce qu'elles étaient les conséquences d'une erreur originelle, celle qui consiste à ne pas voir le monde changer. Mais les erreurs, les abandons, les aveuglements des uns ne doivent pas occulter le courage, l'abnégation, le sacrifice des autres, bien au contraire. Et un symbole très fort de ces deux dimensions est la bataille de Dien Bien Phu. Un site en forme de casque colonial renversé, pour reprendre une expression de l'époque, où je me suis rendu avec le colonel Allaire et le caporal-chef Chilardi lors de la visite officielle que j'ai effectuée au Vietnam au mois de novembre dernier. Tout a été dit et très bien dit sur ces 57 jours d'enfer. Et tout ce que je pourrais ajouter n'aurait pas cet éclat de vérité dont parlait Ly de Saint-Marc. Peu de défaites ont à ce point marqué les esprits, et d'une manière aussi différente dans le temps. Il y a d'abord eu le temps de la stupeur, de l'ingratitude et de l'oubli volontaire des contemporains. Puis il y a eu le temps plus long, plus progressif, à hauteur d'homme, des témoignages, celui des récits, de la littérature, du cinéma, le temps de la recherche historique qui se poursuit. Le grand public découvre alors qu'à Dien Bien Phu, on se bat parfois en chantant la Marseillaise, qu'on y combat l'adversaire de jour comme de nuit, la plupart du temps au corps à corps, qu'on trouve parmi les blessés des volontaires pour aller se battre. Le grand public découvre des soldats pour qui un combat désespéré n'est pas une raison suffisante pour déposer les armes. Il découvre le lumineux courage de Geneviève de Galard dont les soins apaisent les blessures, celles du corps et de l'esprit. Parce que dans ces situations extrêmes, le courage et le moral s'entretiennent avec autant de soin que les armes. Dans la boue de Dien Bien Phu, sous le pilonnage de l'artillerie Viet Minh, face aux vagues d'assauts incessantes, les Français font preuve d'un professionnalisme, d'un sang-froid et d'un sens du devoir qui force le respect. Un sens du devoir que les derniers mots qu'adresse le général de Castres au général Cogny résument à la perfection. La fin approche, dit-il en cette fin d'après-midi du 7 mai 1954. Nous combattrons jusqu'au bout, nous détruirons tout le matériel. Au revoir mon général, vive la France. Ces mots, c'est l'honneur dans la sobriété. Mais en ce soir du 7 mai 1954, l'enfer, pour les milliers de prisonniers encore valides, ne fait que commencer. L'enfer des marches dans la jungle, celui des moustiques, de la dysenterie, celui de la boulette de riz grosse comme le poing mais trop petite pour rassasier, l'enfer de la captivité, puis celui de la mort brutale ou plus lancinante qui emporte un à un les camarades. L'enfer enfin parce que c'en est un aussi de l'indifférence, de la froideur au moment du retour. Je pourrais ajouter ceux du traumatisme et des cauchemars qui souvent ne connaissent pas de fin. 65 ans après, grâce au travail de mémoire, aux associations, grâce au mémorial de Fréjus, grâce aussi à l'inhumation du soldat inconnu d'Indochine à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, dans le Pas-de-Calais, le 8 juin 1980, cette guerre n'est plus orpheline. Elle a, pour paraphraser une expression célèbre, autant de pères que la victoire. Et elle s'inscrit dans la tragique lignée des victoires amères et des défaites glorieuses. Mais surtout, elle nous oblige. Elle nous oblige d'abord à rendre hommage, comme aujourd'hui, aux morts pour la France en Indochine, à ceux de Lang Son en septembre 1940, à ceux de Takek, de Dong Dang, d'Hanoï et de Hue en mars 1954, aux 35 000 soldats tués entre 1946 et 1954, alors qu'ils combattaient sous nos couleurs. Comme en novembre dernier, au milieu de la vaste cuvette de Dien Bien Phu, pour le premier hommage rendu sur place par un chef de gouvernement à nos morts, à tous les morts. Entouré du colonel Allaire et du caporal-chef Chilardi, du petit-neveu du général de Castres,
et de 2 Saint-Cyriens en grand uniforme qui amenaient avec eux la dignité des armes, je me suis recueilli devant un sobre obélisque, blanchi à la chaux, qu'un ancien légionnaire a bâti et entretenu durant sa retraite. Ces soldats ne sont pas morts pour l'impérialisme. Ils ne sont pas morts pour une idéologie, ils ne sont pas morts pour des combinaisons diplomatiques, ils sont morts pour la France. En ce jour, c'est tout ce qui compte. Cette guerre nous oblige à poursuivre le travail de mémoire, parce qu'une grande nation, c'est une nation qui regarde son histoire en face, sans altération, sans réécriture, qui sait reconnaître ses erreurs et ses mérites, et qui sait en tirer les leçons, pour savoir, pour avancer. Ce conflit nous oblige également à consolider la paix avec l'adversaire d'hier, qui, comme tant d'autres, est le partenaire et l'ami d'aujourd'hui. Parce que cette paix, qui est une véritable paix des braves, nos 2 pays l'ont payée du prix du sang. Parce que cette paix se développe et s'approfondit, dans le respect mutuel et dans l'honneur. Une paix qui nous permet aujourd'hui de construire ensemble notre avenir, celui de la francophonie, de nos entreprises, de nos intérêts stratégiques, de notre culture, l'avenir de milliers d'étudiants et de scientifiques qui se forment en France et au Vietnam. Cette guerre nous oblige enfin à reconnaître la chance unique qu'a la France de pouvoir compter, génération après génération, sur des hommes et des femmes prêts à sacrifier leur vie pour défendre ses valeurs et ses concitoyens. Des hommes, comme les premiers maîtres Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, qui, quelle que soit la situation, y compris la plus périlleuse, n'hésiteront pas à combattre jusqu'au bout, pour reprendre les mots du général de Castres. Parce que c'est leur devoir. Parce qu'en faisant comme leurs prédécesseurs, le choix exigeant de défendre leur patrie, ils s'inscrivent dans la plus noble des traditions, celle de la France combattante, celle de la France éternelle. Vive la République et vive la France!
Reposez. Armes. Repos.